le temps que vous allez passer à résoudre les problèmes que vous allez générer parce qu'il n'y a pas une culture d'entreprise forte, fait que c'est pas du tout rentable de pas y penser maintenant. Donc investissez du temps maintenant et la rentabilité elle est sur le long terme. Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste et j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire si tu es sur Apple Podcast. C'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute. Hello Baptiste. Bonjour. Écoute, merci de me recevoir chez Tocantoco. C'est un plaisir d'être là. Écoute, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que peut-être tu peux te présenter pour commencer cette interview? Ouais, donc moi je m'appelle Baptiste Jourdan. Voilà, donc j'ai cofondé Tocantoco il y a plus de 8 ans. Et aujourd'hui, mon rôle chez Toucan, c'est de m'occuper de tout le revenu, donc tout ce qui touche aux clients. Donc aller chercher les clients, donc la partie un peu marketing, la partie signature, donc les équipes commerciales, l'accompagnement des clients quand ils ont acheté la solution, et puis faire en sorte qu'ils soient satisfaits pendant très longtemps et qu'ils restent avec nous avec ce niveau de satisfaction. Beaucoup de choses du coup. Voilà, pas mal de choses. Donc j'ai une grosse partie des équipes effectivement qui me reportent, mais c'est hyper sympa au quotidien et c'est vraiment bien. Voilà. Alors du coup, est-ce que tu peux, pour qu'on comprenne sur la suite de l'épisode, est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait Tocantoco et vraiment comme si j'y connaissais rien, quoi. Ouais, bien sûr. Toucan, en fait, on a créé Toucan il y a 7 ans, parce que il y a un paradoxe sur le marché qui était vrai il y a 7 ans, 8 ans, qui est toujours vrai aujourd'hui, qui est le suivant. Dans le monde de l'entreprise, il y a des systèmes d'information dans tous les sens. On parle de CRM, donc ça c'est pour piloter les chiffres des commerciaux, l'organisation commerciale. On parle d'ERP, donc là c'est plutôt toute la gestion. On parle d'ERP financier, donc là c'est des gros outils qui permettent de faire des plans de planification budgétaire, etc. Et ça t'en as pour quasiment tous les métiers. T'as des outils de gestion de projet, des outils RH, des outils finance, etc. À la fin, les gens investissent énormément, donc toutes les entreprises investissent énormément dans, piloter la donnée, lui donner du sens, c'est ce qu'on appelle la business intelligence. Et en fait, donc le chiffre, il est énorme, c'est plus de 200 milliards l'année dernière ont été investis, donc le marché est énorme dans l'analytics. Mais à la fin, le taux d'usage constaté, donc c'est-à-dire que tu vois, on achète des solutions de BI et on déploie des utilisateurs, mais en fait, il n'y a que 20% des gens qui utilisent au quotidien les données. Et ces gens-là, en fait, ce sont des spécialistes. D'accord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le taux d'usage, il est pas énorme, quoi. Il est que de 20%. Et en fait, depuis 5 ans, il est passé de 20 à 22 et 25 l'année dernière. Donc c'est nul, en fait. Donc l'interface, en fait, ce qui se passe, c'est que l'analytics, c'est trop compliqué. Et je prends un exemple. C'est pour revenir un peu à ce qu'on fait de manière encore plus générique. Dans la vie de tous les jours, on a des applications sur notre téléphone. Et en fait, ce matin, tu vois, je vais faire donc je suis parti courir, je cours le matin, il fait très froid en ce moment. Oui, voilà. c'est très courageux. Mais je cours de matin de bonne heure et à un moment donné, tu vois, je veux savoir est-ce que je suis mieux ou moins bien que la semaine dernière au même endroit. Donc je prends mon application de running et en 2 clics, tu vois, j'ai un visuel qui me montre que je suis moins bien. Bon, T'as ton segment qui te dit que... voilà. Du coup, je me remets à courir. En plus, je suis connecté avec d'autres copains. Donc en plus, on peut se challenger. Et il y a un copain qui m'a vu que je courais pas, donc après ma course, qui m'a un peu chambré, il m'a dit t'es moins bon qu'aujourd'hui. Tu vois, tu reçois une notification, c'est ton compte bancaire qui te dit que t'as un problème. D'accord? Et en 3 clics, tu peux faire un virement et tu peux du coup résoudre le problème. Dans l'entreprise aujourd'hui, tout le monde fait face à des fichiers Excel, des PowerPoint et tous les outils que je t'ai cités avant. En fait, si t'as pas été formé pour les utiliser, tu ne sais pas les utiliser. Donc quand tu as une personne du métier, donc comme moi, par exemple, aujourd'hui je suis en charge du revenu, je suis pas un spécialiste de la data, mais par contre je rêverais, et donc j'ai aujourd'hui Toucan, d'avoir une application aussi simple où en moins de 3 clics, je peux accéder à n'importe quelle information. Donc en fait, notre métier pour résumer, c'est d'avoir créé une plateforme, donc c'est un logiciel qui s'installe, qui va chercher les données dans les systèmes d'information où ils se trouvent, qui agrège ces informations et qui permet de les restituer d'une manière beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à comprendre, facile à utiliser. T'as pas besoin de formation. Deuxième chose, avec un UX design et un UI, donc user experience, user interface, qui est très léché, donc proche de ce qu'on a tous les jours dans notre vie perso, qui fait que du coup c'est vraiment simple à prendre en main. Et avec tout un pilier autour de la mobilité, donc c'est disponible sur tous les devices, et le pilier de collaboration, d'action. Donc on a des notifications, il y a du chat, on est intégré aux outils de chat des entreprises, etc. Et à la fin, donc quand on déploie, nous on a des taux d'usage de 80%.
Donc en fait, on vient complémenter l'offre. C'est énorme c'est énorme. comme gap. Et c'est du coup là où tu changes l'entreprise. Complètement. Si tu as 1500 utilisateurs et avant il y en a que, tu vois, moins de 100 qui utilisent l'application, enfin les outils de BI mais ils ont quand même besoin de piloter leur performance au quotidien. Du jour au lendemain, en fait, tu mets tout Quantoco en plus et là du coup, tu viens combler le fossé de l'usage et du coup, tous les gens comprennent leurs chiffres, sont alignés sur la stratégie de l'entreprise et du coup travaillent mieux. Donc toutes les boîtes qui se disent data-driven et qui veulent prendre des décisions informées grâce à la donnée, tu leur recommandes de prendre tout Quantoco. Exactement. Donc nous, on est vraiment spécialiste du dernier kilomètre de la donnée. On n'est pas un outil de BI, parce que beaucoup de gens nous considèrent comme un outil de BI. Bien sûr, on traite de la data, mais en fait, on fait le data storytelling, on fait le dernier kilomètre de la donnée. Et en fait, c'est le last mile qui est le plus important pour enfin créer de l'usage. Tu la rends lisible par n'importe qui et pas juste par un expert BI ou. Donc les outils de BI sont puissants, il faut ils existent, ils sont très bien utilisés par les spécialistes. Maintenant, il faut aussi donner ça à la main de tout le monde et c'est ce qu'on fait chez Toucanto. Ça peut être facile de te lancer sur ce marché quand tu t'es lancé il y a 7 ans, parce que je suis pas expert BI, mais il y a quand même quelques gros noms qu'on connaît. Enfin, tu te tapes du SAP ou des gens, ou Microsoft ou des gens comme ça. C'est quand même. Comment c'est quoi l'histoire que tu racontes et quand tu commences, vous étiez 4 associés, je crois. Ouais. Comment on arrive aujourd'hui à quand on s'est lancé, plus de 100 personnes qui marchent super bien. Ouais, quand on s'est lancé, tout le monde disait que c'était une erreur puisque le marché était déjà, on va dire, trusté par des très grandes sociétés. Elles sont toujours là, elles font toujours des milliards, elles sont toutes valorisées des milliards de chiffre d'affaires, que des sociétés américaines pour le coup. Et quand on s'est lancé, on est parti sur cette optique de dire, en fait, on va pas essayer de faire de la BI comme les autres. C'est-à-dire qu'il faudrait reconstruire des moteurs d'architecture, de données, etc. Enfin, faire du complexe, quoi. Et nous, on est venu avec un axe qui est de dire, on va juste se spécialiser sur ce dernier kilomètre. C'est difficile à expliquer au marché, faire la pédagogie du marché. Mais au final, en fait, tu te lances parce que tu vois que t'as le waouh dans les clients en face de toi. Le waouh effect. Quand tu présentes ta solution, les gens se disent, ah ouais, enfin, je vais comprendre mes chiffres, je vais pouvoir les utiliser au quotidien. Et donc, quand tu vois ça nous a mis du temps en prise de maturité de comprendre que fallait pas que les gens nous considèrent comme de la BI, mais bien comme un outil en plus et qui vient finir c'est l'usage, donner de l'usage à la donnée au quotidien. Mais en fait, c'est difficile de faire du simple. Et du coup, c'était très challenging, mais quand t'es entrepreneur, t'aimes bien le risque, t'aimes bien l'ordre établi, le challenger, donc c'est un peu ce qu'on a fait. C'est un peu le principe, ouais. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, aujourd'hui, on a gagné des contrats à la place de grosses solutions américaines, et parfois, et très souvent, en fait, on vient complémenter l'offre. Et là, aujourd'hui, il y a une prise de maturité sur le marché européen, sur ce besoin de finir le job, de la BI, et c'est là où on s'éclate en ce moment. C'est vrai que ton argument du 20-80, il s'entend assez bien, quoi. De toute façon, n'importe qui voit il est partagé par tout le monde. J'ai le nombre de clients que je rencontre qui me disent, on a pas plus tard qu'il y a très peu de temps, la semaine dernière, un client qui me dit j'ai 5000 licences d'une solution et qui me dit que ça marche super bien et le taux d'usage était de 4% par mois. Ah oui. On a fait un pilote sur 100 personnes et on est monté à 88%. Il se rend compte qu'il dépense peut-être son argent pour pas grand-chose aussi, quoi. En fait, il s'est rendu compte qu'il y avait pas ce qu'il pensait qu'il y avait, quoi. Donc, l'usage de la donnée au quotidien. Mais du coup, il comprend aussi que ce qu'on fait pas aussi. Donc en fait, il va pas forcément il va réduire le nombre de licences qu'il a chez l'autre solution, mais il va pas la remplacer entièrement. Et du coup, nous, on vient juste sur les cas d'usage où on est très fort. Ok. Voilà. Donc le cas d'usage, nous, c'est les métiers. Donc donner ça à des patrons de boîte, des directeurs, des managers qui veulent de la donnée partout sur leur mobile, tablette. On va donner ça aussi pour les grands volumes de population qui sont les frontline workers, donc les gens qui sont sur le terrain, ou des commerciaux, ou des gens dans des usines. Et puis après aussi pour les clients de nos clients. Et c'est là où on est très très fort et où le marché explose. De plus en plus, les grands groupes, les petites sociétés se disent, tiens, je peux donner plus de valeur à ma relation et à mon client. Comment je vais lui restituer cette information? Soit je lui envoie des fichiers Excel, soit je commence à faire un peu de data viz avec des outils open source, soit à un moment donné, je veux une vraie expérience et plutôt que juste de lui donner des chiffres dans un module embarqué, en fait, je lui crée une app et je fais ça avec Toucan. Ok. Voilà. Alors du coup, si je reviens sur la jeunesse de Toucan, on peut dire Toucan, il y a deux trucs qui m'ont intéressé. Le premier, si je me trompe pas, c'est qu'en gros, vous êtes 4 associés, ce qui est déjà relativement beaucoup. Donc toi et 3 profils très ingés ou produits. C'est un chasseur qui vous met en lien, etc., etc. Et l'autre truc, c'est que vous décidez de décrire vos valeurs et donc de commencer à travailler sur la culture de votre boîte au moment où vous êtes 7 dans la boîte. Ouais. Alors du coup, pourquoi le faire aussitôt du coup et en quoi ça a aidé sur ces premières étapes? Et notamment sur l'alignement
4 associés plus les premiers employés, ce qui est pas toujours évident au départ, quoi. Alors, on était très alignés en tant que cofondateur. Enfin, quand on s'est rencontrés, moi j'ai rencontré Charles et Kylian qui venaient de commencer le projet. Et moi, je suis arrivé pour structurer l'approche commerciale et voilà, et scaler sur cette partie-là. Mais on partageait des valeurs humaines. Donc de toute façon, on avait les mêmes valeurs. Donc déjà, on partage le goût pour le risque et l'entrepreneuriat. C'est ce qui est mieux. Challenger l'ordre établi. Donc ça, c'était ce qui nous permettait vraiment de partager des choses. Et après, les valeurs humaines. Donc les valeurs d'honnêteté, les valeurs de transparence, les valeurs de on a beaucoup confiance les uns en l'autre parce que justement il y a la transparence, on se dit les choses et c'est pas facile de s'associer à 4, donc il faut être dans une démarche constructive. Et après, quand on en est passé tout de suite à 4, 5, 6, 7, on s'est dit bah là c'est parti, le moteur il est parti, on va encore recruter l'année prochaine et on voit que ça fonctionne. Donc la boîte fonctionnait très bien et elle grossissait très vite. Et on s'est dit, faut pas qu'on perde un peu le cœur de notre association. Et en fait, le cœur, c'est lié aux valeurs. Et on s'est dit, tiens, ce serait bien de les écrire. Mais bon, écrire des valeurs juste sur un mur et dire, ok, transparence, confiance. Vous avez fait un vrai taf pour les formaliser. Ouais. Vous n'avez pas juste mis innovation et sur un mur. Exactement. Ça, c'est ce que tu vois trop souvent dans les groupes ou dans les entreprises qui disent, tiens, on a refait un rebranding et tu vois, innover écrit sur le mur et en fait, les gens sont toujours avec des ordinateurs, tu vois, même pas portables. Et là, tu fais, ok. Non, du coup, oui, il y a un schéma, en fait, on s'est inspiré de ce qui se faisait beaucoup aux États-Unis déjà, et en fait, tu pouvais, donc on a écrit ce qu'on aimait vivre, donc on a ouvert un document, donc un document collaboratif, tu vois, un spreadsheet, quoi, et on se les partageait de manière anonyme. Tout le monde est venu dire, tiens, moi j'aime bien quand je viens chez Toucan. Qu'est-ce que j'aime chez Toucan? J'adore chez Toucan quand Baptiste arrive dans le bureau, parce qu'on était dans un tout petit, limite dans un tout petit appartement, ouais. tout petit appartement. J'aime bien quand Baptiste rentre le matin parce qu'il dit bonjour à tout le monde et il a toujours le smile, etc. Ça c'est ma caractéristique. Mais il y a des gens qui aimaient ça. Il y en avait d'autres par contre, tu vois, et inversement, il y avait par contre des fois il y a un peu trop de bruit et moi ça peut me gêner parce qu'on était dans des petits apparts et moi j'étais au téléphone souvent, tu vois, etc. Et en écrivant ce qu'on aimait, ce qu'on n'aime pas, tu vois, on a réussi à trouver vraiment des patterns communs et qui nous ont permis d'écrire les premières valeurs. Et en fait, il y avait un vrai sujet entre les gens. Et du coup, une des valeurs qui est sortie tout de suite, c'était each one teach one. Et ça, c'est vrai que moi, j'adorerais aussi, tu vois, travailler avec des ingénieurs. Moi, j'ai pas le cursus d'ingénieur, mais du coup, travailler avec Kylian ou Charles ou même avec après les stagiaires qui sont arrivés, qui étaient des développeurs et les développeurs ensuite. Je comprenais. Enfin, tu vois, je suis très curieux, je suis technophile. J'adorais pouvoir les déranger, qu'ils m'expliquent comment ils travaillaient, quelles étaient leurs méthodes. Et en fait, j'ai beaucoup appris. Et en même temps, moi, je leur partageais comment je faisais une vente, comment on travaillait un process de vente, etc. Et du coup, ça, c'était hyper intéressant. Et c'est devenu une valeur. Each one, teach one. Qui veut dire que voilà, chacun doit... il n'y a pas de quelqu'un qui a la connaissance versus quelqu'un qui n'en a pas et qui vient la chercher. En fait, tout le monde peut apprendre de tout le monde. Et ça, c'est une valeur humaine, je pense aussi. Oui, c'est la curiosité de s'intéresser à l'autre et inversement. Et du coup, de faire grandir le bien commun. Ça. Donc ça, c'est un exemple. Et on l'a fait d'entrée de jeu parce que justement, en fait, on s'est dit, ça serait bien qu'on ait une vraie culture d'entreprise où les gens, en fait, on veut créer un univers où on se sent aussi bien que chez nous, dans notre cocon familial, et on veut que ce soit partagé avec tout le monde et on veut créer une grande famille, quoi. En vrai, de toute façon, c'est ce qu'on partage avec Kylian, Charles et David dès le début, t'entreprends pas pour aller gagner de l'argent. T'entreprends pour créer quelque chose et créer une histoire. Et en fait, c'est plus simple de gagner de l'argent. Non, mais en fait, si tu entreprends pour gagner de l'argent, généralement, tu gagnes pas d'argent. Ou c'est compliqué. Bon, il y en a qui y arrivent, tant mieux, mais moi, c'est pas ce qui me drive au quotidien, c'est plutôt d'avoir construit une famille, qui bosse bien ensemble. Parfois, il y a des coups de gueule, comme dans les familles, mais par contre, qui construisent un bien commun, et du coup, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc là, on est une centaine de personnes, les bureaux sont plus du tout comme ils étaient avant, mais on a gardé ces valeurs, et on essaye de les faire vivre au quotidien. Et justement, rétrospectivement, en quoi tu dirais que ça t'a aidé d'avoir ces valeurs-là, dans une phase de croissance qui va hyper vite? Ouais, tout à fait. Ça permet de recadrer, ça permet toujours aux gens de les remettre face à ces valeurs au moment où tu sens que ça peut, quand tu recrutes très très vite, en fait, c'est très challenging, en fait. Quand t'es en hyper croissance et que tu recrutes, nous, à un moment donné, on a recruté quasiment 2 personnes par semaine. C'était énorme entre, tu vois, les départs, les arrivées, les stages, les trucs, etc. Et en fait, ça faisait beaucoup de monde. Et en fait, t'as du mal si t'es pas vigilant dans ta culture d'entreprise, tu peux la perdre. Et tu vois, on a vécu un moment assez difficile au Covid, comme toutes les entreprises. Tout le monde s'est retrouvé en remote. Bon,
Bah nous, en fait, le lieu de vie, c'est le bureau. Les gens adorent le bureau. On a toujours cet espace convivial que je te montrerai tout à l'heure. La salle de sieste, les espaces, tu vois, les espaces partagés. Il y a le piano. Enfin, tu vois, là, il y a encore des gens qui font, tu vois, un développeur, il code et puis une demi-heure, il va faire de la guitare. C'est génial. T'as cette liberté. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est juste pas un acquis quand t'arrives dans l'entreprise. Si t'as pas compris comment ça fonctionne et quelles sont les valeurs qui sont derrière, parce que tu peux aller faire de la guitare toute la journée si tu veux. Bien sûr. Ouais. Mais en fait, nous, c'est pas ça. On a des valeurs qui sont, par exemple, c'est don't break the first windows. Et ça veut dire ne casse pas la première fenêtre, et ça, c'est un vrai élément qui te permet de scaler. C'est-à-dire que tu veux garder un niveau d'exigence qui est toujours important, tu le mets dans tes valeurs, et qui dit la chose suivante, c'est, tu prends ta tasse de café, tu la ranges pas, tu la laisses traîner, tu peux être sûr qu'il y a quelqu'un d'autre qui posera une autre tasse de café. Si par contre tu la ranges, jamais personne ne posera sa première tasse de café sale parce qu'il se dira, bah en fait non, c'est pas de l'usage. Et en fait, c'est tous ces petits détails qui font qu'à un moment donné, les gens partagent la culture. Donc là, c'est vrai pour, tu vois, je te parle d'une tasse de café, mais c'est vrai aussi dans un contrat. C'est vrai aussi dans une offre commerciale. C'est vrai aussi dans l'exigence du pitch, ou c'est vrai aussi dans l'exigence du code de tous les jours qui fait le logiciel. Donc on préfère que les gens soient exigeants envers eux-mêmes, ne cassent pas cette première fenêtre, de façon à ce que ce soit toujours assez clean. Et ça nous a beaucoup aidé. Et quand je reviens sur l'épisode du Covid, si on n'avait pas eu les valeurs, je pense qu'on aurait perdu la moitié de l'équipe. Ok. Ouais, bon, enfin, un peu comme dans toutes les entreprises, il y a des gens qui, enfin, tu vois, entre les gens qui ont voulu changer, évoluer dans d'autres univers, qui se sont remis en question, mais on a aussi des gens qui étaient, tu vois, pas bien personnellement. Oui, bien sûr. Et en fait, je pense que les gens se sont d'autant plus par les valeurs, tu vois, organiser des cafés virtuels, organiser des jeux en ligne, etc. Bah, le lien ne s'est pas perdu. Et ça, c'est des vraies valeurs aussi. Parce que quand c'est des valeurs bullshit, comme on pouvait dire au début, c'est dans ces moments, enfin, quand tout va bien, qu'il y a du business et que tout le monde est content, c'est cool, d'avoir des valeurs comme ça. Ah, bah, c'est sûr. Mais par contre, quand t'as une période de crise, c'est là qu'elle pète, quoi. En fait, tu es vraiment sûr de la solidité de ton entreprise que par le jour où tu rencontres la difficulté. Si t'es toujours là après, ça veut dire que t'as des bons basiques. Et ceux qui craquent à ce moment-là, c'est qu'il manque des essentiels. Et parfois, l'essentiel, c'est juste, c'est l'équipe. Enfin, tu vois, c'est les gens. Et donc, les valeurs. Et d'où l'intérêt de l'avoir fait de manière hyper proactive dès le début, quoi. Ouais, on savait que c'était un élément central pour pouvoir scaler. Et c'est ce qu'on recommande. Hein. Moi, je fais beaucoup de coaching d'entrepreneurs où je prends souvent des coups de fil, tu vois, etc. pour partager mon expérience. Et à chaque fois, j'essaye de vraiment faire prendre conscience. En fait, vous créez une entreprise, pourquoi vous la créez? Donc c'est un peu le why or what de Simon Sinek, mais c'est hyper important. C'est pourquoi. Et en fait, une fois que tu as défini ton pourquoi, bah tu sais, faut que tu crées du coup, il faut que tu le fasses vivre. Donc faire vivre les valeurs au quotidien, bah, c'est une partie de ta question aussi. Bah c'est, tu vois, les faire vivre. Déjà, c'est de les faire évoluer. Donc on en a pas fait 10, on en avait fait 5. On en a rajouté, on en a fait changer, et en fait c'est un éternel recommencement. C'est-à-dire qu'on fait un week-end Tokar, donc le week-end c'est le séminaire Toucan, et une fois par an en fait on refait un atelier sur les valeurs. Et tu en refais une fois par an? Ouais, on l'a fait une fois tous les 2 ans. J'exagère, une fois tous les 2 ans. La dernière fois c'était il y a 2 ans, et là on l'a refait juste en début d'année. Et c'est un travail itératif, c'est-à-dire que pendant le week-end, on a passé 2 heures à réfléchir sur est-ce que les valeurs sont bien, est-ce que tout le monde sent les valeurs appliquées au quotidien. Et il y en avait une qui était qui est en anglais, mais enfin je vais te le faire en français. C'est toujours, c'est sharp on your axes. Donc c'est toujours plutôt que de taper comme une mule avec une hache pour couper du bois. Bien émoussé. En fait, vaut mieux en fait passer un peu de temps à l'aiguiser pour mieux taper derrière, tu vois. En fait, ne va pas trop vite et en fait, prépare-toi bien à faire bien le sujet. Et en fait, celui-ci, les gens ne comprenaient pas. Ok. Tu vois, c'est marrant parce que quand on l'a établi, c'est les gens. Donc il y a aussi des équipes qui changent, hein, forcément. C'est un peu l'intérêt de les revisiter régulièrement. Et du coup, il y a des gens qui les avaient écrites, qui se les appliquaient. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse partie, parce qu'on a eu beaucoup de nouveaux, qui comprenaient pas. Et derrière ces valeurs, est-ce que vous avez écrit ce que ça veut dire? Oui, tout à fait. Mais tu les as sur le site web même. Tu peux les retrouver. Et en fait, on en a changé. Et une des valeurs qui est aussi émergée, quand tu crois, une entreprise, quand tu es en pleine croissance, tu vas créer... tu sais, l'organisation grandit, donc il y a des systèmes d'organisation, et du coup, tu vas créer une équipe commerciale, une équipe... T'as presque tendance à créer des silos. Et pour éviter ça, du coup, les gens, ils disent, on aimerait bien que ce soit que les valeurs en fait remettent au centre, et plutôt qu'il y ait donc on comprend qu'il y a des équipes, mais il faut qu'on en parle, quoi. Et du coup on a créé une nouvelle valeur qui a été
d'abord écrite, donc qui était mal écrite et qui a été rewordée ensuite, donc parce que donc comme je te dis, il y a une équipe qui s'en occupe. Ouais. On définit 6-7 personnes et puis ils travaillent dessus. Donc après que l'atelier a été fait pendant le week-end, les gens ont repassé du temps et ça a pris 3-4 mois, hein, donc Okay. ils ont dû faire 1 ou 2 réunions, 3 réunions peut-être, pour bien la réécrire. D'accord, ouais, tu mets une équipe qui est en charge vraiment de ça, quoi. Ouais, à la fin c'est ça. Trop bien. Et c'était du coup la dernière valeur, c'est many teams but one family. Et en fait, du coup, tu vois, pour casser un peu le truc en disant, en fait, oui, certes, toutes les équipes grandissent avec chacun leurs objectifs, mais à la fin, en fait, c'est une seule famille et c'est un seul objectif commun. Et du coup, cette valeur-là, elle s'applique. Et comment on l'a fait vivre? Ben, on a changé toutes les réunions derrière. Enfin, les réunions de communication de la part des fondateurs aux équipes. Mais en fait, maintenant, on fait plus du tout de discussion par équipe. On fait des choses vraiment transverses. Ok, ouais, donc c'est directement suivi de principes. Bah, il faut, en fait, sinon ça sert à rien. Bah, complètement. Voilà. Mais c'est marrant parce que tu le racontes comme étant quelque chose d'évident. C'est pas toujours le cas. Ouais, bah, faut rester pragmatique. Non, mais justement, c'était une de mes questions, tu vois, parce que, enfin, justement, ces valeurs-là, tu vois, je trouve que c'est bien d'en parler, de les écrire, etc. Mais il y a vraiment des moments où c'est très concret et où tu les vois, typiquement, de la manière dont tu organises les réunions, dans comment tu gères les moments de vie de tes collaborateurs, comment, enfin, les avantages que tu vas leur filer. Là, je sais que t'as une valeur, c'est be well take care, par exemple. Typiquement, ça, j'imagine que c'est un truc tu peux former tes managers, etc. Mais il y a aussi comment tu prends soin des gens, quoi. Mais bien sûr. Mais be well and take care, c'est une valeur qui a été écrite. Je me souviens pourquoi elle a été écrite. Moi, personnellement, je fais une cure de ginseng avant l'hiver. Ok. Donc, je prends, des petites gélules, c'est un truc hyper naturel, ou de la gelée royale. Et j'ai toujours fait ça depuis que j'ai 15 ans, voilà. Donc, quand je suis arrivé quand on a créé Toucan, on était 5, 6, 7, et c'était le premier hiver. Et du coup, j'ai acheté 10 boîtes. Et j'ai filé ça à tout le monde. J'ai dit, bah tiens, vous devriez faire ça, c'est cool, quoi. Je n'essaye pas de combattre l'absentéisme ou le taux de maladie. Je dope mes collaborateurs. Non, en fait, non, mais c'est une vraie réalité. Je n'ai pas imposé quoi que ce soit, mais les gens ont trouvé ça. C'est pas le PO, ça. Non, mais les gens ont trouvé ça génial. Bah, c'est différent. Et en fait, à ce moment-là, ils se sont dit, mais ah ouais, mais du coup, bah on a vraiment, en fait, on prend soin de nous ici et c'est une valeur qu'on veut garder. Donc on faisait des cours de méditation. Maintenant, aujourd'hui, chaque employé peut apporter, tu vois, ce qu'il veut, pierre à l'édifice. Hein. On a une fille là qui fait le yoga, qui est à la compta, voilà, qui fait des cours de yoga. On a du coup des musiciens et qui adorent tu vois faire apprendre aux autres à jouer de la musique, enfin tu vois. Je veux dire, il se passe plein de trucs dans la vie de l'entreprise et liés au Be Well and Take Care. Et tu vois l'exemple, bah depuis j'achète tous les hivers, là j'ai acheté par contre j'achète 100 boîtes maintenant. Oui, bah, plus, ouais. Mais l'investissement c'est rien, c'est moins de 1 000 euros, sauf que la valeur que tu crées auprès de tes salariés, elle est juste incroyable. Les gens attendent, les gens me relancent en me disant quand est-ce qu'on va avoir nos gélules et les gens se rappellent et pour le coup c'est vraiment un truc qui matérialise ta culture au-delà du conceptuel, quoi. Ouais, bah donc j'ai fait un post LinkedIn en disant c'est bientôt l'hiver donc Toucan a ses gélules qui sont prêtes pour les employés et j'ai eu je sais plus une trentaine de commentaires et que des anciens. Ok. Des anciens de Toucan, des anciens tocards qui disent mais ça nous manque, etc. Et en fait c'est ça aussi, c'est t'as marqué à un moment donné t'es venu travailler dans une organisation, t'as découvert une vie et en fait tu fais maintenant partie de la famille à vie, quoi. Enfin, l'entreprise, elle existe et du coup, elle existera encore. Et en fait, les gens, même s'ils sont plus dedans, bah, ils sont attachés, quoi. Et c'est ça, quoi. Et genre, tu dis ça t'a marqué. Enfin, ça, c'est une bonne transition. Il y a aussi la notion de marque qui est intéressante avec les valeurs. Et les valeurs, c'est super en interne. C'est aussi un vrai outil en externe auprès de tes clients. Et ça, clairement, enfin, t'es la bonne personne pour en parler. Mais voilà, est-ce que c'est un sujet dont tu parles avec tes clients ou est-ce que c'est quelque chose que tu essaies de leur faire vivre? Alors, on leur fait vivre, clairement. En fait, j'ai un budget dédié à l'expérience client et tout est dans le détail. En fait, je suis hyper convaincu de l'approche de chaque détail compte. Tu vois, donc je suis assez exigeant sur tout ce qui peut se passer autour de l'expérience client. Et donc je te donne un exemple dans Be Well and Take Care. Tu vois, tu veux prendre soin de tes clients. Donc du coup, en fait, on fait en sorte 2 fois par an de faire un événement client. Donc on en fait 2 par an. Il y en a un, c'est la Summer Party. La summer party, en fait, on ouvre les bureaux, on met de la pelouse par terre, et après, c'est barbecue. Enfin, c'est pas barbecue, mais je veux dire, c'est vraiment cheap en termes enfin, je fais rien d'extraordinaire. C'est pas des bouteilles de champagne, tu vois. Oui, c'est ce que tu veux dire. C'est plutôt pas la bourse, très bonne franquette. Okay. Et les gens adorent cette simplicité. Et du coup, ils se sentent, parce que quand ils viennent pour la soirée, pour se parler entre eux, pour parler avec les équipes, ils adorent ça. Donc déjà, en plus, tu vois, c'est le côté où on ouvre nos bureaux et each one teach one. Et ils repartent tous avec un petit cadeau.
Et donc ils ont un petit tote bag avec le Summer Pack, et le Summer Pack l'année dernière c'était comment ça s'appelle, c'est quand t'as trop chaud là. Des éventails. Des éventails. Il y avait des éventails, il y avait des tatouages de peau pour des enfants, il y avait un cahier de vacances pour l'été. Tu vois qu'on avait fait, il y avait des pliages qui te faisaient faire un toucan, etc. Donc c'est pour les parents, les enfants, etc. Et ils ont tous surapprécié. Tu sais ce que j'ai derrière? C'est derrière, je reçois des SMS de clients avec des photos de leurs enfants avec le Bob Toucan. Je reçois du coup des gens qui me disent c'est super, merci beaucoup, ma fille adore, j'ai offert ça à mon petit neveu. Ou même moi je l'ai utilisé, je trouve ça trop cool, ça me détend. On a cette petite toupie en bois qu'on offre à nos clients. Le nombre de fois où je passe des coups de fil et les clients ils me disent tiens je suis avec ta toupie justement. C'est trop bien, c'est hyper malin en plus. Et en fait c'est tout ce petit détail, c'est le nudge, et en fait c'est ce qui fait la différence avec n'importe quelle autre entreprise, et c'est ce qui fait qu'à la fin t'as un critère émotionnel dans la vente, l'utilisation de la solution au quotidien, et c'est ça la différence. C'est intéressant que tu parles du nudge, parce que c'est ce truc qui m'est venu tout à l'heure quand tu parlais de ta valeur don't break the first window. C'est un truc que t'as beaucoup conceptualisé, que tu utilises beaucoup. Ouais, bah je suis convaincu, je te dis, tous les petits détails qui font en fait plein de grandes choses. Ouais, je vois. Et c'est hyper important, tu vois. Un des éléments, donc on a une autre valeur qui aide à scaler et qui est hyper importante, c'est write the fucking manual. Donc c'est de la culture geek, mais write the fucking manual, c'est en fait il faut écrire la connaissance. T'es une boîte, tu vis, il y a des gens qui s'en vont, il y a des gens qui y arrivent, donc t'as beaucoup d'onboarding, etc. Mais en fait avec une culture de l'écrit, sur tout ce que tu fais, bah en fait c'est hyper simple de vivre dans l'entreprise. Et pour le scale c'est hyper important. Et les gens ils arrivent, ils revoient la décision qui a été prise il y a 2 ans et pourquoi on est arrivé là aujourd'hui, ils savent pourquoi et ce qui s'est passé dans le passé, donc ils sont pas en train de refaire les mêmes erreurs, ou alors s'ils inventer la roue. Ils vont pas réinventer la roue, exactement. Et puis je te mets la même chose, c'est qu'on a des gens qui créent il y a des super initiatives dans l'entreprise, tu vois, là on a créé la communauté, c'est l'idée par une personne et l'initiative, donc on a la communauté en ligne sur un Discord, donc plutôt de nos clients créateurs d'applications. Et en fait, aujourd'hui, tout est écrit. Donc, et sa stratégie est haute. Donc, s'il s'en va, ce que je ne souhaite pas, mais s'il devait être amené à partir, en fait, c'est très facile pour quelqu'un de reprendre le travail qui a été fait. C'est ce qui est hyper clé. Enfin, tu crées un truc fluide derrière. Et ouais, c'est ça. Et donc, c'est fluide. Des pertes de temps qui mises bout à bout sont en fait monumentales pour une boîte, quoi. Et ouais, exactement. Et le nombre de fois où tu prends des décisions, même toi en tant que fondateur, avec quelqu'un, si tu l'écris pas, ça sert à rien. Donc, moi, je suis très culture écrite et je l'étais pas avant. Hein. Donc, c'est parce que cette valeur est arrivée que je me le suis imposé à moi-même parce que je n'étais pas de la culture écrite avant. Et ben aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux dans mon job. Donc, tu vois, hyper intéressant ça. Ouais, c'est ça. Et un autre sujet dont je voulais te parler, qui est aussi lié à la culture, c'est la notion de vision que t'as et d'ambition que t'as pour Toucan. Alors j'ai écouté d'autres interviews de toi, et un truc que tu dis, c'est en gros, on a une vision à 5 ans, c'était en 2020 je crois, donc il en restait 3. Et en gros, t'es buté sur ta vision, quoi. On sera un des leaders internationaux. Enfin, j'ai plus les mots en tête exacts de ça. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu te fixes ce cap-là et tu fais tout pour, même si c'est pas une évidence de prendre ces décisions-là, c'est prendre des énormes locaux au moment du Covid. Ouais. Et d'où ça devient et du coup comment tu vis ce truc et pourquoi d'où ça me vient je sais pas, je parle beaucoup, enfin j'échange beaucoup avec des pairs aussi, tu vois, donc des gens qui ont déjà roulé leur boss dans l'entrepreneuriat, des gens qui ont déjà fait des très grosses boîtes, maintenant des investisseurs, aussi des gens, enfin voilà, donc j'échange beaucoup avec d'autres personnes et j'ai quelques mentors, et il y en a un jour il m'a dit mais tu sais le plus important dans ce que tu fais c'est stubborn ambition and flexible about execution. Et en fait, c'est un très bon learning. Et c'est vrai que, de toute façon, quand t'es le capitaine un peu d'un bateau, si tu dis pas quel cap tu mets, les gens, ils peuvent vite se perdre. Et je pense que c'est bien de rappeler sans arrêt où est-ce qu'on veut être, c'est quoi la ligne d'arrivée. Et ça veut pas dire que ça va être un chemin qui va être tout droit. On peut même faire 10 détours, c'est pas grave. Par contre, on sait où on veut être. Et c'est ça que les gens achètent. Si tu donnes pas de vision, tu sais pas où tu vas. Et en fait, les gens, à un moment donné, quand il y a de la difficulté, ils savent plus pourquoi ils sont là. Alors que si tu rappelles toujours le but ultime qui est de dire en fait on va réussir à challenger l'ordre établi des solutions américaines de business intelligence qui en fait existent, mais en fait nous on réinvente pas une BI, on vient juste en fait finir le job de toutes ces solutions et c'est le marché qui va finir par comprendre ça, en fait on aura gagné. Le data storytelling, c'est un mot qu'on n'a pas inventé mais qu'on a utilisé pour nous qualifier quand on a créé Toucan Toco il y a 8 ans. Il y avait zéro recherche sur le site, il y avait zéro recherche sur Google.
Aujourd'hui, ça explose. Aux US, c'est déjà passé, enfin, c'est des millions de recherches sur le mot data storytelling. Et c'est pas nous qui avons créé ça. Mais en fait, du coup, bon, bah, on a eu de la chance, on a choisi le bon mot, par exemple. Mais sauf qu'aujourd'hui, bah, on sait pourquoi on existe. On est cette solution qui vient combler l'usage. Et en fait, on sera à la boîte, là. Donc, c'est l'horizon qu'on s'est fixé, 2025, tu vois. C'est d'être un leader, européen, international, parce qu'on a ouvert les US, du coup, mais ça sera d'être reconnu sur notre marché, comme un acteur, important. Et aujourd'hui, les analystes du marché, donc c'est un peu technique, mais tu vois, il y a des grands analystes de marché sur nos solutions qui font des quadrants où ils placent toutes les solutions. Et là, en fait, ça y est, ils commencent à citer Tukantoco. Et pourtant, on est tout petit et les autres font des milliards de chiffres d'affaires. On n'est pas aux milliards de chiffres d'affaires, on a quelques millions. Et en fait, mais ils nous citent. Donc en fait, c'est une reconnaissance du coup du marché maintenant. Et donc cette vision, enfin, c'est précise quoi. En tout cas, on est sur le bon chemin, ouais. Mais ça demande, tu vois, en fait, c'est un truc que je trouve très entrepreneurial parce que ça demande une dose de confiance qui est énorme. De se dire dans 5 ans on sera là et je leur mets pas trop en question quoi. Ouais, bah je sais pas, mais c'est comme ça. Surtout dans un monde, tu sais, enfin c'est pas cliché, mais presque dans l'univers tech, c'est on itère en permanence, on n'est pas exactement sûr d'où on sera allé, il faut surtout pas se mettre de roadmap trop figé à trop longtemps parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer sur le marché, etc. Donc tu te fixes une roadmap à 5 ans, tu te manges juste le Covid dedans, et pourtant tu restes dedans, quoi. Ouais, exactement. Bah, enfin, moi, c'est ce qui me permet d'avancer. Je pense que c'est la façon, je dis moi, mais c'est partagé avec mes associés et aujourd'hui avec les leaders dans les équipes, hein. Et c'est pour ça qu'ils sont venus. J'ai des gens qui sont venus du coup de mes concurrents, mes grosses boîtes américaines, qui sont venus prendre le challenge de Tukantoco, de nous aider à scaler à l'international et l'entreprise. Et en fait, ils sont accrochés à cette vision. Et comment t'intègres la possibilité de pas y arriver? Est-ce que c'est complètement inenvisageable? Ce qui, d'un point de vue entrepreneurial, peut se gérer? Franchement, non, c'est pas. Enfin, on va y arriver. Enfin, j'ai pas de doute que sur le fait. Enfin, pour le coup, là, ça fait même 8 ans qu'on a créé la boîte. Je te dis, c'est sûr, on va y arriver. Le truc, c'est est-ce que ça va être 2025 ou 2027? Ouais. Et ça veut dire quoi être reconnu internationalement? Ça veut juste être dans un quadrant ou ça veut dire passer 100 millions d'euros de chiffre d'affaires? Bah, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, aujourd'hui, c'est des centaines de milliers d'utilisateurs au quotidien qui utilisent de la donnée. Tu vois, sans complexité, sans friction, ils sont en mesure avec leur téléphone de pouvoir voir s'ils sont bien ou pas bien. Bah, j'ai un peu changé leur job du quotidien, quoi, tu vois. Bah, en fait, c'est ce qu'on fait chez Tukantoco et ça, déjà, c'est un succès. C'est des achievements qui sont bons. Faut se fixer des milestones, tu vois. Je fixais des milestones il y a 2 ans, sur le taux de satisfaction que je voulais qui augmente au global. J'ai fixé un taux d'usage qui est de 80% minimum sur tous nos clients. Donc, les équipes clients qui s'occupent des clients, en fait, travaillent énormément pour aider nos clients finaux à mieux utiliser la solution pour aller chercher ce 80%. Des fois, on est largement au-dessus, des fois, on est un peu en dessous. Mais du coup, en fait, tu vois, il y a des gros KPI, gros indicateurs, un peu comme les méthodes OKR, hein. Enfin, tu définis une vision claire, tu définis des gros objectifs et après tu laisses les gens construire leur key result. Mais c'est ça qui fait, enfin, de toute façon, c'est ça qui fait avancer. Ouais, tu vois cette question-là parce que la vision, des fois, tu peux être en excès au sens où tu fais une énorme promesse aux gens qui te rejoignent pour ça. Ouais. Et ça peut créer ça peut créer une pression, tu vois, c'est de se dire il faut absolument qu'on y arrive, etc. Et du coup, comment tu contrebalances ça pour garder de la sécurité psychologique pour tes équipes, quoi? Ouais, bah en fait dans Be Well and Take Care, il y a pas à mettre les gens trop sous pression. Typiquement, ouais. Et en fait c'est donner un cadre et donner une ligne d'arrivée. Enfin, quand tu travailles et que tu viens dans une start-up, tu viens dans un jeu. Enfin, de toute façon, la boîte, à partir du moment où elle est bien gérée, etc., elle va pas se planter du jour au lendemain. Ou alors t'as un gros problème market fit ou etc. Donc, au bout de 8 ans, normalement, ça va. Non, oui, c'est clair. Donc non, t'as pas ça. Après, c'est sûr, faut pas mettre les gens sous pression. Faut pas. L'objectif, c'est d'être. Voilà, je te dis, ça reste assez. En fait, il est assez clair en disant voilà, on veut être un leader dans ce qu'on fait. On veut, tu vois, passer des étapes importantes, nombre de clients, du chiffre d'affaires, etc. Donc ça, on est en track. Mais bon, si on le fait avec un an de retard ou si on le fait avec un an d'avance sur certains KPI, bah c'est tant mieux. Et si on le fait avec un an de retard, c'est pas grave. Mais au moins les choses avancent. Et en fait, ce qui est le plus important, c'est de montrer chaque année l'incrément. Ouais. C'est de revenir en disant en fait, vous voyez, on veut être là. Je suis sûr, on est dans le vrai. Regardez les clients. On a des clients qui ont commencé avec 50 licences, qui en ont 5000 aujourd'hui. Alors, du coup, tu vois, tu dis ouais, prenez-en conscience. Et en fait, moi, mon rôle aussi, c'est ça. C'est en tant que fondateur aujourd'hui d'une grande organisation, parce que 100 personnes, tu vois, c'est pas petit. Enfin, je dis grand à mon échelle, bien sûr, mais
c'est de toujours faire prendre conscience que le chemin est en train d'être accompli. Enfin, tu vois, c'est qu'on est en train d'avancer. Parce que sinon, quand t'es, je sais pas, l'équipe support, tu fais que des bugs toute la journée. Bien sûr, ouais. Et t'as pas besoin d'ensemble. Et en fait, tu relèves jamais la tête. Donc, quand t'entends ton fondateur qui va te dire, ouais, bah, en fait, on va être un leader, et que tu dis, ouais, mais moi, tous les jours, je règle des petits problèmes chez les clients, parce qu'il y en a, faut pas rêver. Bah, tu te dis non. Alors que si, par contre, ton fondateur, plutôt que de juste de dire ça, en fait, il vient en montrant ce qui a avancé depuis 2 ans, depuis 5 ans, depuis la semaine dernière, etc. Bah, ça marche, quoi. Les gens ils se disent ah ouais, on est en train d'avancer. Là, on est dans une nouvelle démarche pour préparer 2023. Putain, le plan, les gens en fait n'ont qu'une seule attente, c'est commencer l'année prochaine, quoi. Et c'est génial de voir autant d'envie de continuer. Alors que foncièrement parlant, ça va pas changer grand chose. Et c'est intéressant de mettre ça en miroir avec ce que tu disais au début sur tes clients qui sont assis sur une masse de données et qui s'en servent pas. Parce que du coup, c'est cette donnée-là que tu partages à tes équipes. Et c'est grâce à ça que tu les engages, que tu leur montres les accomplissements, etc. quoi. Nous, on utilise notre propre solution. Et... C'est ce qui est plutôt bien. Ouais, c'est le mieux. Exactement. Et en fait, j'ai toujours, enfin, tu vois, on voit des fonds d'investissement, on voit des banquiers et tout, ils nous disent comment vous pilotez votre business. Quand je leur montre, je dis, vous voulez quelle information souhaitez-vous avoir? En moins de 3 clics, je peux vous donner. Tu fais des démos et tu vends en même temps. Non, mais je leur dis, en moins de 3 clics, je suis en mesure de répondre sur n'importe quelle question qui concerne le business. Et ils sont bluffés. Et en fait, la réalité, c'est que là, donc là, je fais un peu ma pub et mon kéké. mais imagine aussi quand tu transfères ça aux employés. Bah, bien sûr. Parce que les employés, ils ont accès aux chiffres. Et les employés peuvent aller voir le nombre de clients signés, le pipeline. Et en fait, du coup, chacun sait pourquoi il se bat. Et là, tu vois, donc on réaligne, donc on met les nouveaux quotas pour l'année prochaine, les objectifs, etc. On setup tout ça et on refait des apps. On fait du coup un peu évoluer l'applicatif pour mettre des nouveaux KPI qui vont être les KPI qui vont driver l'entreprise sur les 3 premiers mois, les 3 mois d'après, etc. l'année prochaine. Et ça reste pas le privilège de quelques-uns dans une tour, quoi. Exactement. Et donc, comme t'es transparent, ça, c'est vraiment la culture d'entreprise. C'est, encore une fois, moi, j'ai rien à cacher, je souhaite pas qu'on me cache quelque chose. Donc, en fait, donc, j'ai pas de problème à expliquer les chiffres. J'explicite. En fait, je donne de la responsabilité aux gens, même quand je le fais. Si je donne les chiffres, est-ce qu'on donne pas tout à fait notre chiffre d'affaires sur le marché, même s'il est lisible dans quelques articles ou autres, mais, tu vois, on a une bonne croissance, on fait, tu vois, on a passé 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est en pleine, et on continue de croître. Franchement, les US, ça marche. On a eu forcément des petits sujets d'exécution mal faites sur 1 ou 2 sujets, mais aujourd'hui ça tient et les gens ils s'accrochent parce qu'en fait ils voient les chiffres, ils voient les choses arriver, ils voient du concret. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est hyper important. C'est un développeur qui fait une ligne de code pour faire une partie du produit et qui va le faire pour un client donné ou pour pouvoir en fait aider un client qui voulait quelque chose de la roadmap qui va être fait en avance, etc. S'il comprend quand ce client nous donne, je sais pas, 500-600 000 euros par an, c'est valorisant. En fait, il se dit non, il comprend pourquoi il le fait. En fait. Alors que si on lui dit juste vas-y fais le code pour pouvoir faire telle features, et s'il a même pas compris à quoi ça servait derrière, ça c'est pas le même engagement derrière. Très clair. Écoute, merci pour tous ces partages. Une dernière question qui est traditionnelle pour finir. Alors, du coup, tu as dit que tu le faisais beaucoup, que tu accompagnais des entrepreneurs, mais justement, c'est quoi le conseil que tu leur donnes quand ils hésitent à prendre le temps de travailler sur leur culture entreprise? Faut prendre le temps. Il y a pas le conseil que je donne, c'est prenez le temps, obligez-vous à le faire, sinon ça marche. Ça pourra fonctionner sans, mais à un moment donné, vous serez bloqué. Et vous allez rencontrer des problèmes. En fait, les problèmes le temps que vous allez passer à résoudre les problèmes que vous allez générer parce qu'il n'y a pas une culture d'entreprise forte, fait que c'est pas du tout rentable de pas y penser maintenant. Donc investissez du temps maintenant et la rentabilité elle est sur le long terme en plus. Donc voilà, c'est ça ma question. C'est ça la réponse. Merci beaucoup Baptiste. Écoute, avec plaisir. C'était hyper cool et puis à bientôt. Bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture d'entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.